Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo dédiée à Alice, qui est une vidéo un petit peu de vlog, de blabla, puis on fera après un tirage, qui ne sera pas un tirage que j'ai conçu moi, mais que je prendrai dans le livre de Karen Mahoney, The Alice Tarot. Alors, quand Wassima m'a proposé de participer à cette petite aventure, cette journée dédiée à Alice, alors j'ai hésité, bon pas trop longtemps, mais quand même j'ai hésité parce que j'avais pas une grande disponibilité d'esprit pour le faire, et puis après je me suis dit, allez, c'est sympa, et puis c'est vrai que ce monde d'Alice, il est fascinant, et on a vraiment quelque chose de super intéressant et de passionnant à travers donc cet écrit. Donc cette histoire, elle a été écrite par un monsieur, un révérend, Charles Ludwig Dodgson, qui a vécu donc de 1832 à 1898. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui a vécu à la fin du 19e siècle, et qui était là en cette période de transition entre l'ère, on va dire, pré-industrielle et puis l'ère industrielle. Et cette période-là, elle a, comment dire, elle a généré pas mal de choses intéressantes au niveau de la littérature et pas mal de nouveautés, puisqu'on était dans un monde qui changeait. Alors, ce révérend Charles Ludwig Dodgson, pardon, son nom d'écrivain c'est Lewis Carroll. Et il avait écrit pour des filles qu'il connaissait, je crois que c'était des filles du doyen de sa paroisse. Et il y avait 3 petites filles, Alice et ses 2 sœurs. Et au départ, il avait raconté cette histoire à l'oral. Après, je crois qu'il a écrit une première version d'histoire, puis une deuxième. Et puis il a écrit la suite aussi. Parce que c'est vrai que dans le monde français, francophone, je ne sais pas comment est-ce que c'est par exemple au Canada, mais enfin au Québec. Dans le monde francophone, on a finalement, on a été beaucoup influencé et on a connu Alice à travers le Disney, mais finalement il y a peu de personnes qui ont lu le livre. Alors aujourd'hui, j'ai vu qu'il était étudié en 6e, mais c'était pas traditionnellement une littérature qu'on lisait, ou alors on avait juste des livres pour enfants, mais simplifiés, avec juste un petit résumé de l'histoire. Par contre, le livre intégral, c'est pas un petit livre avec juste quelques phrases, c'est un livre assez gros. Donc là, vous voyez ma version en anglais, où on a donc les deux parties. Donc Alice au Pays des Merveilles et Alice, comment dire, à travers le miroir, en fait, de l'autre côté du miroir, voilà. Donc on a ces 2 histoires. Donc nous on connaît plus la première, puisque c'est elle qui a été, enfin dont le titre a été utilisé pour faire les films, parce que souvent dans les films on a un peu les 2 histoires. Et puis on connaît pas trop l'histoire complète avec tous les écrits, enfin on va dire tout ce qui a été écrit par l'auteur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un livre qui enfin, était très difficile à traduire, parce que il s'est énormément, enfin l'auteur a énormément joué avec des expressions de la langue anglaise. Donc des expressions rigolotes. Par exemple, quand on a, je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense qu'on le voit dans le Disney aussi, mais on le voit dans pas mal de représentations aussi. On voit un papillon avec des ailes qui sont des sortes de pain beurré. Et ça, c'est un jeu de mots, c'est-à-dire butterfly, c'est le papillon en anglais, est composé de butter, donc c'est le beurre, et fly qui veut dire voler. Donc c'est du beurre qui vole. Et donc on a énormément de choses comme ça qui sont des références à des mots anglais, et vues avec, comment dire, l'œil d'un enfant. Alors c'est pas vraiment un enfant, mais bon, on le voit à travers les yeux d'Alice, mais le texte n'a pas été écrit par un enfant, il a été écrit par un adulte. Et donc c'est cette vision de tous ces mots un petit peu absurdes qu'on retrouve dans le livre, et qui nous échappent parce que il y a très peu
Il y a très peu de références qui sont les mêmes qu'en français. Alors, dans ce qui, par exemple, j'ai fait des petites, j'ai refait des petites recherches, je m'en souviens plus trop bien. Par exemple, le chat du Cheshire, il vient d'un fromage, en fait, qui a la forme d'un chat qui sourit, donc rond avec la chat qui sourit, et qu'on appelle le Cheshire Cat. Donc, on a le chat de Cheshire qu'on a dans le conte. Alors après, il y a le chapelier fou, c'est une expression, on dit fou comme un chapelier en anglais, et on a aussi le lièvre de Mars. Alors nous, on l'a, c'est une vieille expression qui est plus beaucoup utilisée, et on dit aussi fou comme un lièvre de Mars, et c'était en référence au lièvre qui est complètement fou pendant la saison des amours. Donc vous voyez, on retrouve un petit peu des choses. On retrouve aussi dans le conte des comptines. Il y a une comptine qui a été écrite par John Byron, qui est un poète, qui est la comptine Tweedledum Tweedledee, qui a été traduite, c'est les deux personnages en forme d'œuf avec blanc bonnet et bonnet blanc. Et ça, c'est pareil, nous, on n'a pas cette référence-là. Donc, il y a tout un, comment dire, tout un univers qui, en français, nous échappe. Et en même temps, cette histoire, elle nous emmène quand même dans ce monde de l'absurde, dans ce monde de l'humour loufoque, qui est super intéressant parce qu'on va avoir justement une sorte de lucidité et une sorte d'interrogation sur ce qui nous entoure, et une interrogation avec un côté un peu comme dans la carte du fou, quelque chose de vierge, ou tiens, pourquoi on appelle telle chose, et pourquoi est-ce que c'est comme ça? En plus, on voit pas mal dans le livre, et là qui a bien été traduit en français, toutes les interrogations et toutes les tentatives d'Alice de se référer à la raison, à la morale, à tout ce qui était enseigné aux jeunes filles de bonne famille de l'époque. Voilà. Donc, moi, en fait, cette histoire-là, quand j'étais petite, je l'aimais pas du tout. C'est même pas qu'elle m'était indifférente, c'est que je l'aimais pas, en fait. Il y avait quelque chose qui me dérangeait. Et je pense que cette histoire, elle ne laisse jamais les gens indifférents parce qu'elle parle de choses assez profondes et qu'elle va faire bouger des choses au niveau de l'inconscient. Donc, que ce soit une histoire qui vous ait beaucoup parlé ou qui vous ait dérangé, c'est une histoire, en tout cas, qui vous a touché et qui va, comment dire, qui va soulever un certain nombre de choses. Donc, moi, je sais pourquoi, hein, j'ai réfléchi un petit peu, je fais un petit travail dessus, je sais pourquoi est-ce que j'ai été dérangée par cette histoire-là, ou en tout cas, je commence à avoir des brides de compréhension. Et c'est vrai que maintenant, je suis particulièrement admirative, et je pense que c'est voilà une histoire assez exceptionnelle. Et puis la différence entre cette histoire-là et puis les autres contes qu'on a l'habitude de citer, enfin, et qu'on nous a raconté, comme La Belle au bois dormant, comme Blanche-Neige, ces contes-là, c'était des petites histoires. Mais dans Alice, on a vraiment toute une aventure et on a énormément de choses. C'est un petit peu... oui, c'est une histoire qui est beaucoup plus complète et du coup qui va aborder plein de choses différentes. Et quand on a ce type d'histoire, on va pouvoir creuser et travailler avec plein de choses différentes. Alors dans ce type d'histoire un peu longue qui sont aussi prenantes, hein, on a Le Petit Prince qui est là une histoire qui en fait c'est celle qui m'a le plus touchée. Quand j'étais, alors peut-être pas toute petite, mais plus tard. Et puis c'est une histoire où j'associe mes enfants aussi. On a aussi en histoire un peu plus grande, donc on a Peter Pan, et on a le Magicien d'Oz aussi, qui est une histoire qui est moins connue, oui, qui est moins connue de nous. Et du coup, voilà. Comme c'est une histoire qui est très fournie avec beaucoup de choses, et puis c'est même pas une seule histoire, c'est deux histoires, on va avoir plein de
plein de choses sur lesquelles s'accrocher. Et c'est pour ça qu'il y a énormément d'ouvrages qui sont sortis pour tenter d'expliquer, d'utiliser au niveau psychologique, etc. Donc voilà. Alors, je vais vous montrer les cartes que j'ai sorties. Alors ça, alors j'ai retrouvé 4 cartes avec Alice dans le tarot Beautiful Creatures de Jasmine Beckett. Et je les aime bien, en fait, ces représentations-là. Là, par exemple, ici, on a Alice avec le pinceau. Donc, c'est le moment où elle voit qu'il y a les jeux de cartes, enfin, les cartes qui sont en train de repeindre les roses blanches en rouge, parce qu'il y a eu une erreur, et donc, vite, on est en train comment dire, de repeindre les roses en rose, justement, en rouge. Alors j'aime beaucoup parce que c'est quelque chose qu'on fait assez souvent dans nos vies. Alors c'est des choses que la psyché fait pour échapper à certaines choses, hein, c'est un peu des stratégies de survie. On va masquer un certain nombre de choses qu'on n'a pas envie de voir, ou alors tout simplement, parfois pour sortir d'une situation, on va un peu bricoler la réalité pour s'en sortir, et donc j'aime beaucoup en fait cette représentation-là. En plus, il y a cette idée aussi on peut faire plein, enfin, ouais, on peut vraiment parler de plein de choses à partir de ça. Voilà, on avait les roses qui étaient blanches, qui représentent la pureté, peut-être la virginité, et puis là on met du rouge qui est une couleur qui représente plutôt la sexualité, et donc dans cette aventure d'Alice, dans ce monde un peu d'absurdité, qui parle aussi de ce moment charnière de la vie, où la petite fille devient une jeune fille. Donc on a aussi quelque chose sur le fait de grandir et de la transformation, hein, le fait de quitter le monde de l'enfance et pénétrer dans le monde des adultes, avec toutes les questions qui sont posées, hein. C'est des choses qu'on retrouve beaucoup à l'adolescence. On a l'adolescent qui va questionner le monde, qui va remettre en question le monde. Et là, on a dans les réflexions d'Alice et dans ce monde absurde, cette idée de réflexion et de questions sur le monde. Et puis, bon, quand on la voit grandir, rapetissir, on a aussi cette idée de « je suis trop grande, trop petite, quelle est ma place en fait ?» Voilà, donc ici, voilà, on a cette idée de peindre les roses. Alors là, celle-là aussi, je l'aime beaucoup parce qu'elle fait référence et à Alice et à Dali. Je ne sais pas si vous connaissez les montres molles. C'est un tableau de Salvador Dali où on voit ces montres qui sont toutes molles. Et je trouve que les univers de Dali et l'univers d'Alice sont des univers qui vont très bien ensemble, parce qu'on a justement cette idée d'absurde. On retrouve aussi l'éléphant, on est vraiment sur cette évocation de Salvador Dali, donc cette sorte de folie. Et puis en effet, voilà, Dali c'était le roi de l'humour loufoque, de tout ce qui était un peu fou. Et donc on a cette idée de folie et de transformation de ce que l'on voit, et de questionnement de ce qui est vu et de ce qui est vrai, etc., avec ce temps qui est mou. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a Alice avec son livre, et puis on a en fait toutes ces personnages de contes. Donc on a cette lecture, et on a ce pouvoir des contes, avec voilà, tous ces personnages féminins qu'on retrouve dans les contes, hein. Donc on a... ça doit être Blanche-Neige. Là, on dirait Cendrillon, puisqu'elle a l'air d'enlever une chaussette. Comment est-ce qu'elle s'appelle, celle-ci, avec son rouet? Bah, c'est peut-être la Belle au... Ah oui, c'est la Belle au bois dormant, voilà, qui s'est piquée et qui va s'endormir. Bon, ici, c'est peut-être Cendrillon. Donc, on a, voilà, c'est le pouvoir des contes. Et puis, ici, alors, on a le chat, le lapin blanc, et on a les cartes, et on a la balançoire avec voilà, tout ce qui est... là, c'est le pendu, hein, donc on a cette petite fille, cette petite Alice sur sa balançoire. Voilà, alors après, dans comment il s'appelle, l'oracle des métamorphes, on a Alice dans la mer de larmes.
Donc voilà, c'est quand elle pleure, c'est une mer de larmes, etc. Donc je trouve aussi qu'on a quelque chose d'assez intéressant sur cette mer de larmes. Et comment dire, on a, oui, la tristesse, le fait de pleurer, de se sentir bouleversé. J'aime bien aussi le mot, en fait, le naufrage. Voilà, il y a ce côté émotionnel qui est super intéressant. Et puis, alors, c'est pas dans la version française, c'est dans la version... dans une des deux versions, en fait, en anglais. On l'a aussi ici, avec en parallèle de Blanche-Neige. Donc là, avec le petit gâteau, c'est marqué « Mangez-moi ». Et puis, on a Blanche-Neige avec la pomme, avec cette idée aussi de consommation. Voilà, donc c'est pareil. J'ai trouvé le fait de comparer les deux assez culotté et en même temps qui peut être assez intéressant. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc moi j'ai ce livre-là, il est super intéressant. Donc je le relis pas complètement à chaque fois, mais je vais toujours voir. Il est annoté en fait. Donc on a des petites choses qui sont intéressantes et on a les deux histoires qui sont l'une après l'autre avec les gravures qui sont pas les gravures d'origine. Hein. Les gravures d'origine, enfin les dessins d'origine avaient été faits par Lewis Carroll. Et ça, c'est les dessins de la première édition qui a été publiée et qui sont super connus. Hein. Tout le monde les reconnaît. Alors là, c'est pareil, hein, le petit... comment dire, le cheval à bascule qui vole, c'est comment ça se dit? Horsefly. Ça correspond au temps, l'animal qui vole. Et donc, on a la signification horse, c'est le cheval, et fly qui vole. Donc, c'est cette représentation aussi qui peut être, comment dire, s'il y avait un extraterrestre ou un enfant qui posait la question, qui ne savait pas ce que c'était qu'un temps, il pourrait imaginer ce cheval à bascule avec des ailes. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, il y a des choses, par exemple, voilà, les histoires d'Alice. C'est vrai qu'Alice, on la voit avec des cheveux blonds. La petite fille Alice, pour laquelle l'histoire a été racontée, elle avait des cheveux sombres, hein, on va dire noirs, qui étaient coupés courts. Donc, au niveau visuel, c'est pas elle qui a inspiré le dessin. Voilà. Et en fait, Lewis Carroll avait envoyé à Tenniel une photographie d'une autre petite fille, d'amie, qui s'appelait Mary Hilton Badcock. Donc c'est elle qui a influencé la représentation d'Alice. Voilà. Alors, après, comment dire, c'est un livre qui a été écrit par un adulte, et donc Lewis Carroll, il a mis ce qu'il était, lui, dans ce livre-là, et certainement que lui se posait ces questions sur l'absurdité des choses et sur la folie de la vie. En plus, c'était un religieux, donc quelqu'un qui certainement se posait beaucoup de questions, et je pense que ça devait être quelqu'un de passionnant et de brillant. Alors, maintenant que je vous ai parlé longuement d'Alice, alors j'ai sorti ma vaisselle, ma petite vaisselle de princesse. On va sortir donc le tarot d'Alice. Si vous voulez travailler sur ces thèmes d'Alice, donc il y a plusieurs tarots d'Alice qui existent. Celui-ci, c'est un tarot autopublié qui est magnifique, que je vous ai déjà montré dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et puis il est vraiment luxueux. Vous voyez, il y a des parties de cartes qui ont été métallisées. Donc c'est vraiment magnifique. Mais il y a d'autres jeux d'Alice qui existent. Il y a un oracle qui a été réalisé par Jasmine Beckett, qui n'est pas encore traduit en français, mais je pense qu'il sera traduit peut-être l'année prochaine en français ou dans 2 ans. Il y a des tarots aussi qui sont sortis en anglais. Il y en a 2. Il y a 2, oui, il y en a 2. Il y en a un qui est sorti chez US Games, qui est un tout petit tarot dans une petite boîte métallique.
Et il y en a un autre qui a été réalisé. Alors le livre a été fait par Barbara Moore et je ne sais plus quel est l'auteur. Et donc là c'est un coffret. Mais par contre ils sont en anglais. D'ailleurs celui-là est en anglais aussi. Donc vous voyez on a 3 tarots, on a un oracle. Je sais qu'il doit exister un Lenormand aussi, auto-publié. Donc on a voilà, on a pas mal de cartes et puis il y a pas mal de cartes à jouer aussi avec sur ce thème d'Alice. Si c'est un thème qui vous plaît beaucoup. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à récupérer en fait un exemplaire du texte complet d'Alice, avec donc les deux, Alice au Pays des Merveilles et à travers de l'autre côté du miroir, pardon, et à le relire. Et vous verrez que, en fait, à chaque lecture, il y a toujours des nouvelles choses qui vont apparaître. Et on plonge vraiment dans cette folie, même s'il nous manque les jeux de mots. Mais voilà, sachez qu'il y a cet esprit-là de jeux de mots, mais pas que, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, il y a aussi, ça je crois que je vais peut-être bien craquer. Il y a aussi Benjamin Lacombe qui a illustré la version complète des deux, en fait. Donc, il y a 2 magnifiques livres qui sont vraiment des beaux objets. Hein, je crois qu'ils font 30 € chacun, où on a voilà, les deux parce y a même aussi une interview de Benjamin Lacombe qui est hyper intéressante sur son travail à lui, parce que c'est une histoire qui l'a obsédé depuis l'enfance. Donc il a pas mal travaillé justement sur cette histoire-là. Il explique d'ailleurs une des références qui est liée à la soupe de tortue, puisque dans Alice au Pays des Merveilles, alors non, c'est dans la deuxième partie, on a voilà, on a une tortue avec une tête de veau. Et en fait, cette soupe de tortue, enfin c'est une référence à la soupe de tortue, qui était en fait la soupe de tortue, c'était vraiment un mets de choix, et il existait en fait une fausse soupe de tortue qui n'était pas faite avec de la tortue, mais qui était faite avec du veau, et c'est une référence à ça. Et elle s'appelait, je sais plus en anglais, mock, je crois, mock soup ou un truc comme ça. Et donc ce personnage-là, il vient de cette fausse soupe de tortue. Alors vous voyez que c'était difficile de faire la traduction, parce que en fait c'était le nom de la soupe, je crois que ça s'appelait mock, mais je suis pas sûre du nom, à vérifier. Et donc du coup ça a été traduit en fonction des traducteurs sur, je crois que c'était donc soit la soupe de fausse tortue, soit je me rappelle plus comment ça a été traduit. Le deuxième est Benjamin Lacombe en parle, donc voilà, je vous invite à le regarder, c'est passionnant. Et donc lui, il a fait ce livre illustré, il n'a pas juste fait des illustrations, il est vraiment allé en profondeur dans cette histoire d'Alice. Et je pense que voilà, ces 2 bouquins doivent être vraiment, vraiment très chouettes. Voilà. Alors maintenant, on va juste regarder un petit tirage. Ce livre qui est donc le livre d'accompagnement de ce tarot-là, et qui est super passionnant parce que pour chaque carte, on a la signification du Rider-Waite-Smith, et puis après on a la signification particulière pour le tarot d'Alice, et puis des petites notes où justement on a pas mal d'explications sur le livre en fait. Et puis des illustrations, des extraits d'illustrations de Téniel. Donc c'est d'ailleurs pas que, parce que là, par exemple, on a une illustration d'Arthur Rackham. Donc vous voyez qu'il y a vraiment des illustrateurs de talent qui ont travaillé sur Alice, et qui a été, donc, je crois que c'est un des livres les plus illustrés. Oui, aussi, ce que je voulais vous dire qui est super intéressant, c'est qu'à l'époque de Lewis Carroll, il y avait très très peu de littérature pour les enfants. Ça se faisait pas tellement, la littérature pour les enfants. Et puis, lorsque lui a sorti son histoire, elle a eu énormément de succès, et tout de suite. Donc c'est un des premiers livres de littérature enfantine qu'on trouve dans cette histoire bah oui, dans cette histoire, on va dire anglaise. Je sais pas, sûrement en France, on devait aussi avoir ce type
ça devait être aussi une des premières périodes où on commençait à avoir de la littérature pour enfants. Et bien sûr, ça suit tout le processus d'alphabétisation des enfants avec cette idée des enfants qui vont aller à l'école, qui vont apprendre à lire, et donc on va leur écrire des histoires. Donc c'est aussi pour ça que c'est un livre précieux, puisque ça a été voilà, un des premiers livres pour les enfants, et en plus c'est un livre qui a eu un énorme succès. Le tirage que je vous propose d'expérimenter pour vous, c'est un tirage qui est super personnel, donc c'est pas un tirage à faire pour quelqu'un, c'est vraiment un tirage à faire pour pouvoir travailler sur soi. Et j'aime beaucoup ce tirage parce qu'il parle de l'identité et il nous donne en fait des facettes de soi. Donc ça s'appelle le Tea Party, donc on va dire comment dire, le moment de thé, le tea time, le tea party, c'est la fête quand ils sont en train de prendre le thé. Et on a 4 positions. La première, c'est la carte qui représente Alice. Qui je suis là maintenant. Alors c'est vraiment une carte de ici et maintenant. Qui je suis ici et maintenant. Donc c'est une carte qui va me représenter et je vous conseille de passer du temps sur cette carte-là et d'utiliser en fait. Et si vous avez un livre, donc de lire la signification de la carte dans le livre et d'utiliser aussi le visuel pour faire de la projection. Donc d'utiliser les deux, et la signification traditionnelle et le visuel. Alors voilà, bon, par exemple, on va prendre cette carte-là. Donc je vais regarder les significations du fou, et je vais regarder aussi cette idée de, voilà, c'est Alice qui va suivre le lapin blanc. Donc voilà, je suis quelqu'un qui est pour l'instant à l'extérieur et je vais aller plonger. Peut-être que j'aurai besoin d'aller plonger. En tout cas, je suis sur le seuil pour aller plonger dans mon inconscient ou dans une nouvelle aventure. Donc, laissez les choses remonter. Il n'y aura pas 2 interprétations identiques pour 2 personnes qui sont différentes. Laissez donc ce que vous allez lire dans votre livre et ce qui va remonter en visualisant l'image. Laissez tout ça se mélanger et voyez ce qui en ressort et qui semble juste pour vous. Donc ça, c'est la première partie. La première carte que l'on tire, c'est celle d'Alice et de l'identité. Après, donc, on a une position qui correspond au chapelier fou. Et on demande au chapelier fou, dis-moi quelque chose d'inhabituel et de fou à propos de moi. Donc là, je vais me confronter à ma folie et je vais la reconnaître en tant que folie et je vais reconnaître cette partie de moi dont j'avais conscience ou pas, hein, en fonction de la façon dont je suis proche ou non de moi et de ce que j'ai envie de voir ou pas. Donc même chose, je vais lire la signification de la carte et après je vais me plonger dans l'illustration et je vais me dire, bah voilà, je vois ça, je vois on voit de l'énergie, on voit voilà, un cheval, on voit un chevalier, on voit qu'il a une grosse armure, il est sur un damier. Donc je vais aller regarder tous les détails de la carte. Donc quel que soit le jeu que vous utilisez, parce que bien sûr ce tirage-là, on peut le faire avec le jeu qu'on a envie d'utiliser. Donc voilà, utilisez ce qui vous parle et ce qui vous donne envie. Donc ça c'est le chapelier fou, qui va me dire quelque chose qui n'est pas usuel, quelque chose de fou, une chose folle à propos de moi-même. Donc voilà, alors un truc, ça peut être des trucs complètement déjantés ou des choses que non, par exemple, je suis quelqu'un, je mets du bazar de partout, puis j'ai une carte qui exprime plutôt quelque chose de bien rangé. Ah ben, peut-être qu'il y a une partie de moi qui est aussi ça. Donc je vais aller reconnaître aussi des contradictions en moi. Donc c'est ça, c'est ce côté folie. Et puis après, on a le lièvre de Mars, qui va aussi répondre à la même question. Donc, même chose. Une deuxième chose folle. Et là, c'est quelque chose qui va être donné par le lièvre de Mars.
même chose, je lis la signification de la carte dans le livre, ou si je les connais, j'utilise la signification traditionnelle. Et après, je vais aller me plonger dans la carte et regarder ce que la carte raconte, ce qu'elle me raconte à moi en projection, c'est-à-dire c'est mon inconscient qui va se projeter dans la carte et je vais reconnaître des choses qui m'appartiennent et qui sont surprenantes. Donc, allez à la recherche de cette surprise, de ces contradictions, de ces choses bizarres que vous portez. Et puis ensuite, on a la petite souris. La petite souris qui elle, va donner à quoi est-ce que je devrais rêver, à quoi je devrais rêver, voilà, quels devraient être mes rêves. Et puis, voilà. Même chose, je vais regarder la signification. Alors, c'est le 10 d'épée, c'est super intéressant parce que là, c'est une carte négative. Mais je vais aller voir dans cette carte-là quel type de rêve je pourrais avoir. Alors, parfois, on peut utiliser l'absurde au sens super littéral du terme, c'est-à-dire, voilà, aller manger des huîtres. Alors que c'est ni le moment, ni il n'y a pas de fête, etc. Donc après, ça peut être autre chose que des huîtres. Ou si j'ai une carte de 10 d'épée avec quelqu'un d'allongé, etc., mais que je vois un coucher de soleil, après, je devrais peut-être rêver à ce coucher de soleil. Ou alors je devrais peut-être rêver, et là on est à nouveau dans cette folie d'Alice, de me retrouver à terre avec tous les pics plantés dans le dos, parce qu'alors ça sera la fin. C'est un peu comme on dit quand on plonge un peu dans le sombre et puis qu'enfin on arrive au fond, et que là on peut donner un coup de pied pour remonter à la surface. Donc vous voyez que même les cartes négatives, on peut avoir des choses intéressantes. Voilà. Après, c'est aussi une carte qui peut dire, voilà, je pourrais aussi rêver de dépasser ces blessures-là, et puis un peu dans l'idée aussi du coucher, enfin du lever de soleil justement, pas du coucher, mais du lever de soleil. Je vais aller vers la lumière et vers cette aube, ce nouveau jour qui vient et qui m'apporte voilà, quelque chose de nouveau après ces moments difficiles. Donc voilà. Alors, les 4 cartes sont super intéressantes parce que les 3 premières, elles vont parler de l'identité, de qui je suis. Et la dernière va parler de qui je pourrais être et comment je pourrais me projeter dans l'avenir. Donc on a vraiment un vrai travail psychologique, hein, c'est un vrai travail de l'ombre, ce tirage-là. Et il peut être fait avec énormément de jeux. Donc si vous avez des jeux de Jasmine Beckett, par exemple celui-là, celui des métamorphes, il ira très bien pour faire ce tirage. Si vous avez celui des vampires, il ira très bien. Enfin, tous les jeux de Jasmine Beckett, ils seront pas mal pour faire le tirage. Vous pouvez utiliser un tarot, le tarot que vous avez, qui vous plaît, avec lequel vous avez l'habitude de travailler. Vous pouvez utiliser des oracles, que ce soit des oracles figuratifs, ou même vous pouvez utiliser des jeux. Alors, hop, par exemple celui-là, l'Oracle of Mystical Moments, qui est vraiment super parce que c'est un jeu aussi avec pas mal de choses un petit peu bizarres et dans lesquelles on peut se projeter et avoir des informations ultra intéressantes. Voilà, donc c'est pareil, c'est un jeu qui se prête bien aussi au travail de projection. Auquel jeu j'avais pensé? Ah oui, aussi. Hop, là, on n'a eu que des jeux figuratifs, mais des jeux où il y a moins de... Si vous avez l'habitude de faire ce travail de projection, vous pouvez le faire aussi avec des jeux sur lesquels on a moins d'indications et on a plus des couleurs, des formes, des petites choses en fait qui vont plus créer une émotion plutôt que de donner, plutôt que d'avoir quelque chose de figuratif tout de suite. Donc voilà, l'émotion de l'œil, qu'est-ce que l'œil va transmettre, voilà. Mais bon, là, il faut avoir un petit peu plus d'habitude, mais c'est super intéressant aussi de travailler avec ce type de jeu.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous un joyeux non-anniversaire. Hein, et puis je vais, voilà, je vais boire à votre santé un petit thé que je vais aller me préparer de suite. Voilà, joyeux non-anniversaire à tout le monde et puis je vous embrasse tous. À bientôt!